que nous avons dit ne sera jamais perdu sur la terre. On peut arracher à la vie les hommes qui, comme nous, ont tout osé pour la vérité. On ne peut point leur arracher les cœurs, ni le tombeau hospitalier sous lequel ils se dérobent à l'esclavage et à la honte d'avoir laissé triompher les méchants. Saint-Just, discours du 31 mars 1794, décret d'accusation de Danton et Desmoulins. Tu disais, nous ne sommes pas d'ici. Tu levais les yeux au ciel et tu disais lentement comme à toi-même, mais c'est à moi seul que tu disais, il faudrait partir. Et je te regardais lentement et je ne disais rien. On continuait de marcher sans aller nulle part, les immeubles, les bureaux, les soirs, quand ils sont vides. Ces heures de nuit qui sont les mêmes toute la nuit, les gares, quand il n'y a rien d'autre à faire dans cette ville que de marcher après les derniers métros, les bars vides, les cafés, les restaurants, les magasins et les rues vides. Je ne disais rien, moi. Je ne savais pas si l'on était avant ou après quelque chose. Tu disais encore et encore, si proche le jour où il n'y aura plus cette ville, ni aucun autre souvenir de cette ville que nous. Et tu récitais, je crois, et tu te souvenais, mais de quoi? Si proche ce jour où il n'y aura plus rien, les jonquilles et le vent, et nos pas dans le vent. Si proche le jour où, et moi je gardais le silence pour ne pas qu'il s'échappe. Tu continuais, tu disais, l'amour est une hypothèse. Et tu souriais, tu disais, l'amour est une hypothèse sur laquelle tout repose, les immeubles, les bureaux, les soirs, et cette histoire, et toute l'histoire, et les ponts quand ils sont vides, surtout quand ils sont vides, et les gares, tu ajoutais, l'amour est une hypothèse sur laquelle tout finit par s'effondrer et tout recommence, il faisait si froid, tu répétais, l'amour est une hypothèse, il n'y a pas d'histoire, tu répétais, il n'y a pas d'histoire, il n'y a que des hypothèses, il n'y a que le désir d'être ailleurs jusqu'à la folie, ici est usé jusqu'à la corde, et tu faisais le geste de te pendre pour rire. Et tu riais comme tu le savais ensuite gravement, tu disais d'un souffle « Il n'y a plus d'histoire maintenant que tout est un désir d'être ailleurs, tout ici est une trace d'un passé qui a échoué tout ici et du passé en tas comme un tas de cendres qui a fini par prendre la forme d'une ville. À force de répandre des monuments, un soir comme celui-là, dehors, mais plus loin, de l'autre côté de la mer, il y a des émeutes et des rages et des colères qui réinventent le monde. Ici, il n'y a que l'organisation forcenée d'un monde héritier d'une histoire en poussière qu'on récolte pour tapisser nos villes et nos rues et nos immeubles de verre, qui se lève et s'arrête juste avant le ciel. Ce qui nous manque est l'histoire, et nous n'avons que du désir et de l'amour que nous ne savons pas distinguer de la rage et de la colère d'être ici, de n'être pas ailleurs, où la rage et la colère inventent l'histoire d'un souffle, tu disais. Et moi je me taisais. Je regardais ce qui autour de nous passait, les ponts sous lesquels on dormait, et les bancs et les parcs fermés, et les rues qui organisaient des circulations établies selon un plan, sans doute dessiné en haut lieu. Ce qu'il nous faudrait, tu disais, c'est une histoire qui aurait eu lieu ici, dans nos corps et de nos mains nues, oui, et à laquelle on pourrait croire. Non pas une histoire comme celle qu'on a, ces histoires déjà écrites qui sont la liste des gouvernements, mais une histoire qui serait celle de leur chute. Ce qu'il faudrait, c'est une histoire qui soit celle de leurs amours. Et tu riais, et tu disais, ce qu'il faudrait, c'est réinventer l'histoire. Et gravement, tu ajoutais, on n'appartient pas. On n'appartient plus. Et heureusement, et c'est un long effort de s'en arracher, de se défaire de leur histoire qui ne nous concerne pas, mais ce qu'il faudrait, c'est une histoire qui serait la nôtre, non pas pour lui appartenir, mais simplement peut-être pour comprendre où l'histoire nous a jetés et par où maintenant aller, ou l'inventer encore, je ne sais pas, je ne sais vraiment pas, tu répétais, je ne sais pas. Je voudrais m'arracher, je voudrais que l'amour soit autre chose qu'une hypothèse. Mais la forme de nos vies est comme une histoire qui ne soit pas celle de l'histoire, tu comprends, et je ne comprenais pas. Je voudrais l'amour comme le contraire de l'histoire, tu vois, je ne voyais pas. Je regardais comme toi le ciel et le fleuve passer et échouer vague après vague après vague, échouer à recouvrir la ville et recommencer à échouer. Et soudain, nous nous sommes arrêtés, place de la Concorde. Nous nous sommes assis dans le noir. Au milieu de la place de la Concorde, sur le muret de la fontaine, au pied de l'obélisque noir, c'est toi qui as gardé le silence, cette fois, pour ne pas qu'il s'échappe. C'est toi qui m'as pris ce silence, et vide alors moi dépouillé de ce silence que je possédais comme un manteau, que faire d'autre? Dans le froid, j'ai parlé, que faire d'autre? J'ai dit, cette place, autrefois s'appelait le sais-tu, place de la Révolution. C'est ici qu'on avait levé la guillotine, ici, à l'endroit où l'on a levé une grande roue aujourd'hui, qui mime peut-être comme c'est dérisoire la révolution d'astres qui s'accomplissent en tournant autour d'eux pour revenir à leur point de départ. C'est ici, pourtant, ici même, le sais-tu, qu'on avait levé le théâtre de l'histoire avec la scène, les tréteaux que surplombait l'échafaud et le rideau tombait chaque jour. Il tombait avec la lame sur la nuque. Dans un souffle froid, le rideau qui tombait sur l'histoire, qui se levait ensuite à mesure des têtes tombées dans le panier d'osier, et le rideau qui se levait recommençait de tomber tous les jours. Et tous les soirs ainsi s'exécutait l'histoire dans les cris des foules qui réclamaient le sang des traîtres, puis le sang de ceux qui avaient obtenu le sang des traîtres. Ici que séchait le sang, place de la Concorde où nous sommes, je me suis tue, et pendant longtemps on a regardé tous deux la place vide,
et l'ombre absente de la guillotine et le sang séché du soir, et tu m'as dit « Raconte-moi ». Tu as répété « Raconte-moi l'histoire, je t'en supplie ». Alors lentement, j'ai dit les mots, je t'ai raconté une histoire, que j'inventais à mesure qu'elle disait entre mes lèvres ce qu'entre tes lèvres tu avais dit sous les mots « L'amour est une hypothèse ». Et à mesure que je m'en souvenais, que je cherchais lentement à comprendre « L'amour est une hypothèse », que j'en cherchais traces et signes et mémoires qui auraient pu en exaucer le charme et relever la fatalité, oui, à mesure que les mots sur mes lèvres venaient, l'histoire, elle, s'effaçait et laissait place à quelque chose comme une brèche en laquelle tous deux, nous allions immobiles, dans tout ce noir immobile. Et pourtant nous allions, et pourtant de la lumière venait de derrière le ciel, que la lune mourante, comme un sac éventré, jetait jusqu'à nous. Et tu tremblais de froid peut-être, et à mesure des mots lentement prononcés que je jetais sur toute cette lumière sale d'une ville qui s'éloignait, un visage lentement s'est formé sur le sol, qui recouvrait la poussière et la cendre et le froid. Un visage aux boucles de cheveux foncés, regard droit, un visage devant nous qui avait le visage d'un jeune homme de 26 ans, qui avait notre visage, oui, lentement né, Louis-Antoine Léon II. Et je disais l'histoire que j'inventais, j'en cherchais le nom, et impossible de lui trouver un autre nom que celui de Louis-Antoine Léon II. Oui, Louis comme les rois, Antoine comme personne, et Léon comme Louis-Antoine Léon de Saint-Just. Et je ne quittais pas le ciel des yeux, et toi aussi. Le 9 Thermidor en 2, dans la nuit qui mordait sur le 10. La première colonne menée par le citoyen Léonard Bourdon, au nom de la Convention, s'infiltre sur la place de Grève désertée face à l'hôtel de ville de la Commune de Paris. Suivie de près par la seconde colonne, menée par le citoyen Paul Barras. 2 heures du matin chauffées à blanc au cœur de l'été. Il faut imaginer la chaleur et le bruit de pas des hommes dans les escaliers. Car on entend les bruits de pas des hommes dans les escaliers et les cris « à mort » qui montent, et jusque dans la salle où le grand comité de la terreur s'est réfugié et attend. Il faut les imaginer attendre et savoir déjà que c'est la fin. Nous avons de l'histoire une idée vague et défaite. Nous savons qu'elle a eu lieu. Nous supposons les hommes et les dates. Nous supposons les mots. Imaginons les foules en armes, le sang craché et tombé à cause des mots. Nous pensons en être issus. Nous regardons les dates et les lieux et les noms à l'entrée de rues qui ne sont plus que des noms de rues. Au-dessus, le ciel n'est plus que du ciel qui passe et quelque chose s'éloigne. Nous ignorons si c'est l'histoire ou son nom. Les dates s'effacent à mesure que dans cette ville saturée de mémoire, j'entre dans cette rue qui cache le ciel sous lequel nous serons toujours nés. Nous allons entre les murs de ville, les rues qui portent les noms de ceux qui autrefois ont dit les mots et craché le sang. Les hommes qui ont dit les mots et craché le sang, nous rêvons après eux. Car nous sommes ceux-là, des hommes qui, après eux, rêvons. Et comme dans les rêves, les ombres qu'on craint sont ceux qui nous poursuivent. Et les voix autour naissent de ces peurs, autant que du désir de les approcher. Les voix qui montent descendent en nous, puisque c'est en nous qu'elles sont déposées depuis des siècles par ceux-là qui sont morts, et qu'en plongeant un peu en nous les doigts dans la terre et l'argile qui nous a sculptés, ces voix soudain prennent forme de ces peurs, de ces désirs qui rejoignent peut-être les nôtres. Le 9 Thermidor en 2, dans la nuit qui mordait sur le 10. Quelques heures avant l'assaut de la Convention sur le Grand Comité, quelques heures avant la fin de la Révolution, avant la fin de la Grande Terreur, la place de Grève était jusqu'à la gorge remplie d'hommes en armes prêts à mourir pour le comité de la terreur. Les canons tournaient devant l'hôtel de ville, sur les boulevards où les hommes de la Convention allaient fatalement arriver. Mais à 10 heures du soir, sans doute par lassitude, par épuisement, après 5 ans de veille où nuit et jour on occupait la rue, à 10 heures du soir, personne ne sait finalement pourquoi, les hommes aux fourches et aux cris, les hommes du grand comité sont rentrés chez eux, en emportant les canons. Et la place de Grève vide était abandonnée sans avoir livré la bataille. Par les fenêtres, n'essayez pas d'imaginer les regards des membres du comité qui ont vu la place se vider et personne désormais entre eux et les forces de la Convention qui s'amassaient, regroupaient leurs forces pour se jeter sur eux. Nous possédons pour rêver ces hommes les gravures de leurs visages qui portaient les voix.
Nous cherchons le timbre et les accents sur les mots que devaient prononcer ces visages qui, devant nous, restent muets, et regardons longuement, dans les livres où sont ces visages, les boucles des cheveux. Nous observons les regards, cherchant à les entendre et les voir et comprendre et aimer ce qu'ils regardaient, et nous tournons les pages en songeant « L'histoire était au soir, ce que ces hommes disaient le matin. » Et chaque jour, pendant ces années où l'histoire a eu lieu, un soir succédait au matin qu'ils inventaient dans leur sommeil, fabriqués de leurs mains, hurlaient dans leurs paroles et hurlaient avec tendresse pour la fraternité des corps et pour nous, de l'autre côté de leur visage, nous jusqu'où leur sang coule, des voix qui racontent les nuits où nous avons vu le jour. Le 9 Thermidor en 2, dans la nuit qui mordait sur le 10, tandis que les colonnes de la Convention montent les marches de l'hôtel de ville, chargées d'arrêter les membres du grand comité, ceux-là même qui faisaient la loi à l'aube. Tandis qu'on crie dans les escaliers à mort, et les noms des membres du grand comité, Robespierre, l'incorruptible, et son jeune frère, Philippe Lebas, Georges Couthon sur sa chaise de souffrance, Henriot, et puis Saint-Just, l'archange de la terreur. Les hommes qui portent ces noms ne tremblent pas, mais la lumière des bougies, peut-être, vacille un peu, et fait bouger les ombres sur les murs qui s'affaissent. Les hommes qui portent les noms qui sont hurlés dans les escaliers se regardent et savent. Il est 2 heures du matin, c'est-à-dire qu'il fait nuit, se disent Thermidor qui dira leur chute, le soir où tombe cette histoire et s'achève la Révolution. Nous savons que l'histoire a eu lieu à cause de ces voix. Et du matin où nous sommes jetés par ces voix, nous savons que demain le soir sera le même. Oui, nous avons de l'histoire une idée vague et défaite. Nous lisons parfois les livres, nous apprenons de loin les dates. Les révolutions ont changé pour toujours, ce qui ne changera jamais maintenant, à moins que. Nous regardons les bustes des hommes qui sont morts et nous leur reconnaissons une certaine élégance, nous préférons oublier qu'ils crachaient du sang sur l'échafaud, un sang qui parfois n'était pas le leur. Nous avons perdu la nostalgie du sang et de ses crachats. De l'histoire, nous savons ce que disent les plaques sur les rues, des noms et des dates. Oui, décidément, quelque chose a eu lieu. Il aurait fallu retenir ce que disaient les livres. Mais si nous regardons de nouveau dans les livres, nous lisons des phrases qui ne remuent rien. Les villes dans lesquelles nous allons obéissaient sans doute au projet qui nous a fait naître. Le projet n'était qu'un plan. Il n'est fait aujourd'hui que pour perdre les touristes. Et nous, au milieu, nous allons dans ces voies qui traînent l'histoire comme si elle avait pu engendrer autre chose que des cadavres. Le 9 Thermidor en 2, dans la nuit qui mordait sur le 10. Cette nuit de la chute et l'aube. Quelques minutes après 2 heures du matin, où les cris dans les escaliers de l'hôtel de ville de Paris montent jusque dans la salle, jusqu'au plafond moulé de gravures où ils sont assemblés. Robespierre et son jeune frère, Philippe Lebas, Georges Couthon et Henriot et Saint-Just. Les ombres dans les escaliers sous les torches vibrent davantage, à mesure que les hurlements gravissent les étages. Mais oui, pourtant, mais oui, l'histoire a eu lieu, qui était ce projet. Quelque chose qui nous a rêvé. Peut-être quelque chose nous rêve-t-il encore, nous l'ignorons. Ce rêve, quand il a pris voix et corps, n'était que nos corps abattus dans la fatigue d'un soir comme celui-là. Et pendant des années, on s'est endormi dans le silence que ces voix portaient. Le jour, nous allons les yeux crevés dans les couloirs de cette ville et nous cherchons où aller maintenant à suivre ces voies. Le 9 Thermidor en 2, dans la nuit qui mordait sur le 10, au bruit de la foule en armes qui monte les escaliers au cri de « À mort les tyrans !» Les hommes sous les moulures ne se regardent plus. Par les fenêtres déjà, le jeune Robespierre s'est jeté. Et Philippe, François-Joseph Lebas, enfonce son arme dans la bouche et va tirer. Maximilien Robespierre l'a précédé, le canon de l'arme sur les lèvres aussi, il tire. Georges Couthon, de sa chaise de souffrance, jette son corps dans les escaliers. Henriot s'empale le visage contre une baïonnette. On le sortira des égouts, défiguré mais vivant. Et Louis-Antoine Léon de Saint-Just, l'archange de la terreur, seul regarde les hommes en armes monter vers lui et ne fait rien. Il regarde et il dit, la phrase est exacte, de l'histoire, un théâtre. Nous avons l'image des corps arrachés sur une scène levée derrière un rideau invisible de velours rouge.
des tréteaux de planches sur lesquels se dresse l'ombre où le soleil vient réfléchir la lame. Tout autour, le public se masse pour mieux entendre les premiers mots qui sont aussi les derniers, se presse jusqu'à l'étouffement pour mieux entendre la voix et voir le sang couler. Le bourreau bientôt tient par les cheveux un visage arraché dont les yeux ouverts nous contemplent sans nous voir. Et les voix qui s'éloignent disent les directions où il suffirait de les prendre. Nous sommes ce qu'ils ont été, les fils. Nous sommes des fils. Nous refuserons pour toujours d'être les fils. Partout, les bibliothèques sont remplies de testaments, mais nous sommes sans héritage. Nous cherchons l'origine comme si nous la voulions derrière nous. Si nous avons de l'histoire l'idée vague des conquêtes, des armées assemblées, des traités, des discours qui renversent le matin en soir et des lanternes qu'éclairent les visages arrachés et lancés d'une rue à l'autre, c'est que nous savons que l'histoire est passée. Nous marchons entre des bureaux dans lesquels s'écrivent les chiffres incompréhensibles de notre appartenance. Ces chiffres pourraient être des années, et ne diraient que ce qui file entre les doigts, ou comme on crache dans la mer. Cela pourrait nous sauver, nous rendre fous. Nous ne sommes pas fous. Nous savons que nous ne sommes pas fous et cette idée suffit à nous maintenir dans le rêve que nous sommes ici, ceux qui tâchent d'accompagner les fous et de les sauver. Peu à peu, bien sûr, nous devenons fous sans parvenir à l'être jamais. Nous sommes ici pour toujours et ce qui nous terrifie, c'est que nous n'y sommes pour rien. Nous ne nous souvenons de rien. Les dates et les lieux se répètent. Et sur les murs de nos villes, parfois nous les voyons qui nomment les rues, les places, les avenues larges et vides. Nous cherchons dans les livres qui répètent les dates, les noms et les lieux comme une histoire vague et défaite. Nous tournons encore les pages, et page après page, jusqu'à la dernière, rien que des noms, des dates, des lieux qui raconteraient l'histoire d'une histoire passée. Nous savons le prix des ruines, le sang qu'il a fallu. L'idée qu'un jour elle a pu être un rêve, un projet, un plan d'organisation des forces nous est étrangère. L'idée du rêve nous est étrangère. L'idée surtout que l'histoire avait pu être cette chose qui nous avait rêvé nous est impensable. Mais parfois, percent l'espace d'un instant les voix sur les parois des murs qui ricochent, lancent les directions. Il suffit d'écouter la ville, les moteurs et les trains, la rumeur qui plane sur Paris, les corps et les cheveux des vivants, et partout dans le vent. Cela s'éloigne, les désirs des vies possibles en nous, et de se saisir des voix qui plongent en nous, oui, nomment quelque chose, je ne sais pas, un nom, quelque chose comme un nom qui serait capable de nous sauver, exaucer l'histoire et faire signe, comme au bord de la mer, la certitude étrange qu'on est au bord et qu'on est au commencement, que là où la terre se termine, commence ce qui ne s'achève pas. Et dans les yeux de qui marche avec toi, la communauté seule possible d'une histoire qui serait la nôtre. Savoir qu'ici, c'est là que nous sommes. C'est le 8 Thermidor, à midi, 2 jours avant. Robespierre monte à la tribune de la Convention. Il chiffonne dans sa main son discours et pose ses yeux sur les premiers mots avant de dévisager un à un les conventionnaires. L'heure est à la grande terreur. Désormais, le tribunal révolutionnaire ne peut prononcer que 2 mots, l'acquittement ou la mort. Souvent, il ne sait prononcer que le second mot. Mais aux frontières, les menaces s'éloignent et l'ennemi à l'intérieur semble vaincu. C'est la tragédie de Robespierre qui ne trouvait plus aucun feu pour alimenter la terreur. Aujourd'hui, les rues font circuler ceux qui circulent. Les journaux disent que le temps passe et son scandale. L'organisation du monde a échoué à organiser le monde. Et le temps passe sur cela aussi. Sur les rues fermées pour laisser passer les hommes qui décident et ne verront rien des foules. Et nous ne verrons rien d'eux. Aujourd'hui, nous vivons et nous sommes des vivants dans l'ordre fatal de l'histoire, puisque nous sommes après, puisque nous sommes ceux qui vivent ici après ceux qui ont vécu. Ceux qui ont vécu possédaient ce privilège qu'ils vivaient avant nous,
Aujourd'hui, nous habitons les ruines qu'ils ont levées pour nous dans la gloire du monde et le salut des hommes. Dans ces villes, les ruines ont remplacé peu à peu d'autres ruines, et peu à peu nous croyons que ces ruines sont les murs que nous habitons. Nous cherchons à savoir quand tout cela a commencé, cette fin interminable des choses pour les siècles des siècles. Nous lisons les livres considérables de notre temps, et les mots sont les mêmes pour écrire tous les autres livres. Alors nous les repoussons dans un bruit de poussière, et nous préférons ouvrir les fenêtres pour laisser les voies de la ville se tordre et venir jusqu'à nous, porter la rumeur des voitures, des prières et des désolations. C'est le 8 Thermidor, à midi. Robespierre est à la tribune de la Convention. Il a chiffonné dans sa main son discours et a dévisagé un à un les conventionnaires. L'heure est à la grande terreur. Il va prononcer les mots inouïs qui sont un qui tout double. Tous les discours à cette tribune sont un qui tout double. Personne ne peut prévoir s'ils vont déclencher la foudre des applaudissements ou le tonnerre des voix et les décrets d'accusation qui conduisent en 2 jours à l'échafaud. Robespierre décide, ce midi-là, de prendre ses distances avec la terreur qu'il sait sans lendemain. Il rejette l'accusation sur les commissaires Fouché et les autres. Mais c'est l'erreur, ne cite personne, aucun nom. On réclame des noms. Robespierre recule, il en a trop dit et pas assez. Il attend la foudre ou le tonnerre et il descend maintenant de la tribune dans un silence de mort. Nous avons eu des moments historiques. Oui, nous avons connu la grâce et l'éclat des moments historiques qui font date. Nous avons vécu de part et d'autre des dates. Nous sommes là pour en témoigner. C'était des murs qui tombaient, c'était des statues de tyrans qui tombaient, c'était des immeubles hauts comme plusieurs immeubles qui tombaient. C'était en général toujours des chutes. Nous habitons dans les chutes de l'histoire. Nous sommes les restes d'une histoire qui tombe infiniment, qui n'en finit pas de tomber. Les avions, autrefois, avaient été conçus pour arriver, atterrir ailleurs. Ensuite, ils atterrissaient, mais face contre le verre d'immeubles qui seront désormais à jamais levés dans nos mémoires pour cela. Maintenant, les avions disparaissent, sans histoire. Nous avons oublié. Le bruit des têtes tranchées qui tombaient, elles aussi, dans le panier du peuple, nous l'avons oublié. Nous avons oublié aussi, avec le craquement des os sous la nuque, les cris qu'ils jetaient au passage froid de la lame. Nous avons oublié la chute de tous ces visages tranchés également dans les paniers d'osier tressés par les femmes qui hurlaient sous l'échafaud. Mais quand nous levons nos visages vers le ciel, c'est pour voir le visage de ceux qui regardent le ciel avec nous, afin d'en partager la grâce et la beauté du temps déposé pour qu'en d'eux, il soit rompu et donné et livré pour nous. C'est le 8 Thermidor dans la nuit qui va vers le 9. Robespierre est aux Jacobins, il compte ses appuis, il les sait nombreux. Dans un jour à peine. Quand ils lui seront essentiels pour le sauver, ils manqueront tous. Dans 3 jours, la plupart le suivront à l'échafaud. Pour l'heure, dans cette nuit, Saint-Just a fui les Jacobins et se trouve à la Convention, il écrit. Ou plutôt, il est penché sur du papier froissé. Je pense à cette image précise de Saint-Just ce soir-là, écrivant. L'encre noircit entièrement la feuille, on ne sait pas si les mots sont devant ou derrière les ratures. Le manuscrit existe, allez vous y brûler les yeux. Certains y ont trouvé des mots, demandez-leur. Saint-Just s'y brûle les yeux et toute la nuit, il la passera sur ce papier froissé. Des conventionnaires viendront lui demander le discours, il promettra « Avant demain, vous l'aurez. Avant de monter à la tribune, vous l'aurez. » Ce papier froissé, la première fois qu'on le lira, ce sera 1 siècle plus tard. Par hasard, retrouvé au milieu d'autres, on dira à travers les ratures « Saint-Just ne cesse pas de ne pas arriver à achever ce texte. » Hier. C'est hier. À l'angle de la rue Pierre Rebière, au numéro 88, s'ouvre une rue large et peu longue qui longe les cimetières des Batignolles où s'entassent Verlaine, Breton, Sandrars.
Des Russes, des enfants, des morts, je l'emprunte. C'est cette rue qui débouche sur la porte du cimetière, avant de s'achever en impasse, évidemment. Je pense, c'est là. La rue n'était autrefois qu'une parcelle amputée de la rue Rouget de Lille, à Clichy. Quand Paris a avalé Clichy, on avala aussi les rues alentour, et il fallait tracer une nouvelle route vers les tombes. L'impasse, on lui donna bien sûr le seul nom qu'elle pouvait avoir. Et Saint-Just baptisa ce lieu pour un temps qui est le mien, où j'appuie de mes 2 pieds mon corps sur cette ville. Et Saint-Just baptisa aussi ce temps qui passe entre moi et les tombes, celui qui fait de moi un vivant parmi les murs, un vivant de ce côté-ci des murs qui séparent des morts, un vivant parmi les tombes et les vivants. Le lendemain, après cette nuit blanche, mais sans doute Saint-Just ne dormira plus jusqu'à sa mort. Le 9 Thermidor, Saint-Just donc demande la parole à la Convention et l'obtient. C'est lui soudain qui la possède, la parole. Il se penche sur son papier raturé, celui qu'il a noirci toute la nuit dernière, et il dit: Mouvement de foule. À ces mots, bruit, émotion, trouble. Le cœur de Saint-Just flétrit. Qui pourtant pourrait s'en émouvoir, celui qui a fait fusiller 10, 20 généraux sur le front à l'est, et davantage. Celui qui, le premier, réclama le visage arraché du roi. Le cœur flétri de Saint-Just s'interrompt. Le trouble augmente et les injures pleuvent. Saint-Just a lâché la parole. Il ne la possède plus, elle est partout dans la Convention maintenant. Elle est répandue comme un animal lâché dans les tribunes de la Convention. Et puisque Saint-Just a osé parler en son nom, et non plus au nom du comité, la parole circule désormais de nom en nom. On rappelle les menaces voilées de Robespierre qui possédait des noms, mais ne voulait les donner. On se souvient des têtes que Robespierre a obtenues et on s'imagine l'une d'elles. Alors, quelqu'un demande que le rideau soit entièrement déchiré. La phrase est exacte. Que le rideau soit entièrement déchiré. Il est midi, je crois. Saint-Just est toujours à la tribune, mais il se tait. Robespierre s'est approché de lui et déjà les premiers abat le tyran. Descendent de la montagne, s'arrêtent dans la plaine, reprennent de la vigueur. Ensuite, on invoque le sang de Danton, de Desmoulins, la salissure des crachats. Saint-Just demeure à la tribune. Et c'est le mystère. Lui qui toujours est le premier à s'enflammer, là, à cette heure décisive, il regarde, immobile, impassible. Il regarde et se tait. Tallien hurle, Billot aussi. On réclame des arrestations, des proches du comité, Henriot, Dumas, homme de paille. Mais le feu prend, et comme la paille est sèche, le feu court vite et se répand. Robespierre, cette fois, demande de la parole. On ne la lui laisse pas. On crie. Il l'exige. On lui arrache la parole en la recouvrant. Il sait déjà. L'aveu perce sous la colère, et l'assassinat partout dans la parole qu'on s'arrache et donne et prend. Saint-Just, à la tribune, regarde, il se tait. C'est le mystère. Un député obscur sort de l'obscur pour entrer dans une lumière trop grande pour lui avant de replonger dans l'obscur. Il demande qu'on mette au vote un décret d'arrestation contre Robespierre. Qui aurait cru qu'on oserait ? Personne n'aurait osé. Et il fallait être bien obscur pour dire les mots que tout le monde désirait. Le décret est voté. Les mains se lèvent sur le corps de Robespierre qui hurle encore et dont les hurlements sont recouverts. Saint-Just regarde. Il est debout encore à la tribune et il se tait. Quand
on emporte Robespierre, les membres du comité du salut public unanime veulent l'accompagner et être eux aussi mis en accusation. Saint-Just, sans mot, l'accepte également. En partant, il dépose le papier froissé de son discours sur le pupitre du président d'assassin. Un siècle plus tard, on retrouvera le papier froissé dans des archives, peu importe. Le discours que ce jour-là Saint-Just avait prévu de prononcer est là, entièrement là. Tous les mots s'y trouvent. L'appel à la clémence, la demande de tempérance, les torts reconnus et partagés, l'apaisement, la terreur amendée. Prononcer, ce discours aurait eu de grandes chances, par la voix de Saint-Just, d'être entendu. Mais d'avoir évoqué son cœur flétri était une faute politique sans doute. Le cœur flétri rendait impossible de demeurer à la tribune. Il avouait la faute de Robespierre, la flétrissure, et la trahison de Robespierre envers la Révolution elle-même. Elle était une brèche dans le discours qui en interdisait sa suite. Saint-Just jamais ne chercha, lui qui l'avait tant réclamé, à reprendre la parole. Pourquoi ? C'est le mystère. Le jour de l'exécution, le convoi des condamnés s'ouvre sur le corps de deux mourants, Robespierre le jeune et Henriot, et un infirme, Georges Couteau, et se termine par le cadavre de Philippe-François-Joseph Lebas. À 16h30, les charrettes sortent de la cour du Mai et débouchent sur les quais. Arrivées devant la maison où loge Robespierre, elles sont arrêtées, et l'on barbouille la façade de la maison avec du sang. À 18h15, les charrettes arrivent, place de la Révolution. Je pense, marchant dans ce cimetière, ce qui fait tenir le monde debout, et tout autour de moi la masse des corps tombés sur lesquels je marche lentement. Je pense ensuite, ici pourrait brûler, rien ne changera à l'ordre du monde, et on aura pourtant tout perdu. Mais c'est enfin délesté qu'on ira. Je pense, enfin, comme il fait froid, comme tout autour de moi est le froid des cendres. Alors dans le corps, serré contre moi, les yeux qui lisent les lettres des noms sur les pierres, comme on lirait le seul texte qui vaille. Les yeux qui suivent le nom des morts pour les oublier, et pour les oublier, je m'attarde sur chacun. À cette seconde, précisément ici, entre les tombes, dans mon corps, j'allume un feu lentement, lentement qui monte, en moi comme un feu ample, rouge et noir, qui monterait jusqu'à moi où je l'ai fait naître, face à toutes ces tombes, tandis que de plus en plus vite je passe entre elles. J'aurais pu fermer les yeux, je serais passé entre elles en les frôlant, sans en renverser une seule jamais. Et le soir, je rentrerai ainsi dans l'allure du feu. Longtemps je lui chercherai un nom que je ne trouverai pas d'abord, un nom à ce feu qui pourrait nommer aussi son allure et le passage entre les tombes. Nommer la ville aussi comme elle se dresse dans l'effacement de l'histoire et nommer les hommes autour qui rentrent chez eux parce que la nuit tombe et qu'il n'y a rien entre le ciel et la ville que des hommes incapables de rester debout quand la nuit tombe sur eux. Nommer le désir surtout de tout ce qui pourrait tomber, que le désir relève en nommant tout cela d'un nom, silencieux et debout, d'un seul nom qui serait le nôtre,
C'est longtemps après que ce feu, je lui trouverai un nom. Et ce nom, c'est Saint-Just. Pourquoi, on me dira, pourquoi ce nom? Et pourquoi un nom? Peut-être à cause du silence qu'il a porté, évidemment, ce jour-là, du discours, ce jour où il aurait pu mettre un terme à... Peut-être à cause aussi de ce geste qu'il a fait au moment de prendre place sur l'échafaud. Je ne raconterai pas ce geste. Peut-être aussi à cause des mots raturés sur la feuille noircie qui auraient pu nommer notre histoire, s'ils avaient été prononcés, et dont le silence a jeté l'ombre sur toute la ville, mais a permis aussi que l'histoire se poursuive, que l'histoire nous poursuive. Peut-être à cause de tout ce théâtre d'ombre sur lequel les îles se sont bâties ensuite. Peut-être à cause des places qui tous les ans se remplissent au nom de cela même. Il y a des places en Afrique, en Asie, en Europe, de l'autre côté des mers, partout. Peut-être à cause de tout cela qui résonne dans le plein des bruits, secoué de notre histoire où on confond Gambetta avec Blanqui, où there is no alternative, il n'y a pas d'alternative à l'air que l'on respire, où la poésie est laissée morte, c'est-à-dire aux poètes, et le théâtre aux ombres. Peut-être à cause de ce peut-être que Saint-Just a approché, et oh, comme il faut de dignité et de tendresse pour cette approche. Peut-être à cause des notes sur un projet de monde où l'amour et l'amitié sont des pierres qu'abrite le feu que seul un homme comme Saint-Just a pu oser rêver et écrire, que seul un homme comme Saint-Just a pu commettre. Ce texte, on peut le lire. Sur la tombe de Saint-Just, il n'y a que son nom. Et encore, son nom ne nomme rien de lui et de mon regard posé sur lui, mais dans son nom se nomme ce qui demeure de nous. Sur la tombe de Saint-Just, il y a toute cette ville autour, que les journaux racontent chaque jour pour n'en rien dire, surtout pas. Sur la tombe de Saint-Just, une ombre se pose et je me retourne terrifié. Il n'y a personne que moi et mon ombre à mes pieds qui tremble. Sur la tombe de Saint-Just, je sais bien que le corps n'y est pas, puisqu'il fut jeté comme un enfant de l'assistance publique à la fosse commune, ou comme les rois dispersés dans le vent, loin d'ici, dans le cimetière des Hérencis, sur la butte Monceau. Penché sur sa tombe, je ne suis que devant son nom recouvert de poussière, du moins suis-je celui qui, devant sa poussière, va en emporter sous ma chaussure. J'ai appris, il y a quelques jours, que sur la butte Monceau, à l'emplacement du cimetière des Hérencis, quelques années après l'exécution des robespierristes, sur cette butte donc, des bals publics étaient organisés, où l'on s'embrassait en dansant sur la terre, ou pourrissait les cendres de Saint-Just et de ses amis. Il resterait quelques voix et des visages dans l'air qui tombent jusqu'à mes pieds, où je viens ramasser pour croire encore possible la vie d'après l'histoire. Hypothèse. Supposition d'une chose possible ou non, de laquelle on tire une conséquence. Il resterait quelques noms pour rendre possible la conséquence d'une vie où chaque pas posé poserait en même temps l'hypothèse qu'ici où nous sommes est l'histoire emportée qu'invente chaque jour ce qui la crée. Le 13 mars 1794, Saint-Just écrit en pleine terreur.
Il n'y a pas encore eu de révolution, il n'y a ni bonheur ni vertu à espérer sur la terre sans elle. Quelques jours plus tard, avec son corps, meurt dans sa voix quelque chose qui n'appartenait qu'à cette voix. Le reste est tombé quelque part autour de nous et parfois nous ramassons des fragments éparses que nous nommons des hypothèses. Et nous les lançons au-devant de nous pour avancer guidés par ces bruits de pierres frappées sur le sol. La terreur, c'est le nom que donna l'histoire à l'hypothèse du bonheur. Mais entre nos mains, nous avons ce nom de terreur, alors nous le lançons avec les autres. De l'amour, nous n'avons pas de nom, usé qu'il est par ceux qui organisent les bals sur les cimetières de l'histoire. De l'histoire, nous ne possédons plus qu'un présent. Et puisqu'il est la seule chose qui nous reste du temps et de nos vies, nous lui confions les cendres et le sang et ce mot d'amour rendu impossible, qu'il faudra bien renommer pour nous seuls. Et auprès de lui, nous allongeons notre corps, veillons toute la nuit pour ne pas qu'elle passe, et la consoler de n'être pas l'aube dressée sur des ruines consacrées aux dieux morts. Nous racontons, pour mieux appartenir à ce présent, les histoires qui sont là pour l'insomnie et lui résister. Et nous appelons l'aube à nous pour lui appartenir enfin. Nous levons autour de nous des voix pour n'être pas seuls. Et nous ne sommes pas seuls. Et des hypothèses formulées lentement, sous les visages, cheveux noirs dans les paniers d'osier, le présent qui s'accorde au présent qui s'échange, secrètement, raconte la seule histoire qui nous servira d'arme quand il faudra prendre possession des villes, bientôt. Et bientôt, quand les villes tomberont, on nous demandera comment les relever. Nous ne dirons rien, nous ferons un geste et soulèverons dans la poussière le nom de Saint-Just et de l'hypothèse amoureuse qu'il portait avec lui au poignet. Alors, dans l'histoire inventée pour nos vies seules, dès lors possible, l'amour qu'on leur accordera au prix de leur croyance serait le nom que dans l'écho de sa voix Saint-Just avait appelé de ses vœux, comme une levée de corps, comme on lève l'histoire devant soi pour en traverser les rêves, comme on lève un nom pour en assembler d'autres, comme on se lève lentement pour parler en elle, comme on lève une hypothèse pour y confier sa vie.